En 1933, Adolf Hitler est devenu chancelier, ce qui a permis aux nazis de prendre le pouvoir en Allemagne. Les années suivantes, à la faveur du krach boursier de Wall Street, de l'incendie du Reichstag et de la nuit de cristal, le régime devient de plus en plus autoritaire. La priorité est le réarmement du pays. Et en 1935, la Wehrmacht renaît de ses cendres après avoir été démantelée suite à la Première Guerre. La Grande-Bretagne et la France ne réagissent pas à cette violation du traité de Versailles. Les Allemands sont enthousiastes à l'idée que l'Allemagne redevienne une grande puissance. Joseph Goebbels gère d'une main de maître la propagande officielle qui galvanise la population. L'idée de génie de Goebbels était que la meilleure propagande se fait sous couvert d'autre chose, par exemple déguisée en divertissement. Tous les opposants du régime sont violemment persécutés. Toute opposition publique déclenchait systématiquement une répression très violente. La terreur a joué un rôle majeur pendant toute la durée de cette dictature. Aucune dissension politique n'était tolérée. Le parti nazi tient ses promesses pour la majeure partie de la population. Le chômage baisse et malgré la violence omniprésente, les Allemands peuvent espérer qu'Hitler rétablira la fierté nationale. Leur seul objectif à long terme était de rester au pouvoir, de récupérer des territoires pour l'Allemagne et de retrouver le respect que le pays avait perdu. Je savais que la situation était chaotique, mais sans penser que ça irait jusqu'à une guerre. La Seconde Guerre mondiale voit les nazis à l'apogée de leur popularité, mais pour eux, c'est aussi le début de la fin. L'idée d'Hitler était de prendre sa revanche sur la Première Guerre mondiale. Quand ils ont compris que la victoire serait difficile, de nombreux Allemands ont réalisé que ça avait été un pari risqué et qu'ils avaient perdu. Il a toujours gardé la foi. Pour lui, c'était juste une question de volonté. Il se prenait vraiment pour un messie béni des dieux. Il pensait sincèrement avoir un caractère divin. Pour comprendre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il faut remonter à 1936 et au début de l'occupation par les nazis de territoires confisqués par le traité de Versailles. L'un des principes fondamentaux du traité de Versailles était l'autodétermination. Chaque nation avait droit à son propre État. Donc la monarchie des Habsbourg a été démantelée pour que les Autrichiens, les Hongrois, les Tchèques et les Yougoslaves aient chacun leur pays. Pourquoi refuser ça aux Allemands? Hitler avait prévu de reprendre le contrôle de la Rhénanie, qui était devenue une zone démilitarisée en vertu du traité de Versailles. La Rhénanie était un territoire allemand souverain, donc c'était bien une remilitarisation. Ces installations militaires étaient occupées par les étrangers jusque dans les années 30. Un accord a été passé. Les Allemands pouvaient en reprendre le contrôle, les forces d'occupation s'en iraient, mais il était interdit de la remilitariser. Bien sûr, en 1936, Hitler a envoyé ses soldats en Rhénanie dans une grande démonstration de force militaire. Le 12 mars 1938, l'armée allemande traverse la frontière autrichienne sous les acclamations des habitants. Hitler est accueilli en héros. L'Anschluss était très populaire en Autriche, même si c'est sans doute avant tout en surface. Le régime en place, avec les chanceliers Dollfuss puis Schuschnigg, avait préparé le terrain à Hitler en interdisant la gauche en 1934. Les sociodémocrates étaient dans la clandestinité. Donc il n'y avait plus d'opposition en Autriche. C'était aussi une dictature.
Hitler a affirmé qu'il ne convoitait pas de territoire sans lien historique avec la présence allemande. À la base, les Germains étaient une tribu pan-européenne. Ce n'était pas une nation avec son propre pays, comme les Anglais ou les Français. On n'en trouvait pas dans la péninsule ibérique ou dans les îles britanniques, mais ils étaient dispersés partout ailleurs, jusqu'au cœur de la Russie. Il n'y a eu aucune résistance en Europe quand les Allemands se sont emparés de l'Autriche germanophone. Puis, en 1938, ils ont revendiqué l'incorporation de 2 millions de germanophones à la frontière ouest de la Tchécoslovaquie. Ça n'a pas fait de vague parce que c'était le même principe. Le 30 septembre 1938, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie signent les accords de Munich dans l'espoir de calmer les ambitions d'Hitler sur la Tchécoslovaquie après l'annexion de l'Autriche. Pendant ce temps, à Munich, des hommes d'État mal avisés ont succombé à l'illusion qu'Hitler allait museler ses sections d'assaut en échange d'une large part de la Tchécoslovaquie. Ils ont cédé les Sudètes dans l'espoir d'apaiser un serpent à sonnette. Mais après s'être repu des riches territoires dans notre pays, ce serpent a eu un appétit d'ogre. Les accords donnent à Hitler la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, ce qui affaiblit le pays au point que l'Allemagne en prend le contrôle total le 16 mars 1939. Hitler s'est peut-être senti privé de sa guerre au moment de l'annexion des Sudètes. Il haïssait les Tchèques. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'ils étaient slaves, comme les Polonais. Il a peut-être regretté de ne pas avoir mené de vraie guerre à l'automne 1938, au moment où il estimait que ses adversaires potentiels étaient très faibles. La remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss de l'Autriche en 1938 et la crise tchécoslovaque ont été résolues presque sans violence. Hitler a donc consolidé sa réputation et sa popularité en Allemagne, mais pas grâce à des victoires militaires. Les conquêtes territoriales des nazis à la fin des années 30 rendent à l'Allemagne la majeure partie des terres perdues par le traité de Versailles après la Première Guerre. Le tournant n'a eu lieu qu'en mars 1939, quand Hitler a poursuivi sa route dans le reste de la Tchécoslovaquie, qui n'était pas peuplée de germanophones, mais de Tchèques. À ce stade, les élites politiques des autres pays européens ont compris qu'il n'allait pas se contenter de recréer un État-nation allemand. Hitler a parié que ça passerait sans déclencher de guerre, et son instinct politique ne l'a pas trompé. Les démocraties de l'Ouest, comme la Grande-Bretagne et la France, n'ont pas réagi militairement pour différentes raisons. Le vrai coup de poker a été l'attaque de la Pologne en 1939. À Moscou, en août 1939, l'Allemagne nazie et l'URSS signent un pacte de non-agression et deviennent alliés. À ce moment-là, Hitler savait que les autres ne réagiraient pas. Ou du moins, il l'a compris début août, avec ce retournement imprévu dans la politique du Reich qu'a été la signature du pacte germano-soviétique. Il avait alors le champ libre pour s'en prendre à la Pologne. L'Allemagne envahit la Pologne et l'État libre de Danzig. Les efforts des diplomates qui espéraient une résolution pacifique se fracassent dans le rugissement des mitrailleuses. Varsovie est bombardée et pilonnée. La Pologne est en ruine. Là où Hitler a perdu son pari, c'est que la Grande-Bretagne et la France ont honoré leurs obligations envers la Pologne. Hitler ne l'avait pas prévu. La guerre n'est plus qu'une question de temps. Le continent, puis le monde entier s'apprêtent à basculer dans la violence avec un génocide et un bilan humain d'une ampleur sans précédent que personne n'aurait pu prévoir. Le régime nazi est encouragé par ses conquêtes territoriales accomplies presque sans résistance. Le Führer a bel et bien restauré la grandeur de l'Allemagne. La guerre revient. Le 1er septembre 1939, les troupes du Reich envahissent la Pologne. Cette attaque est la provocation de trop pour les Britanniques et leurs alliés. I have to tell you now, this country is at war with Germany.
C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. L'affront du traité de Versailles avait été lavé. Les Allemands n'avaient pas récupéré l'Alsace-Lorraine, mais ils pouvaient s'en passer. Le corridor de Danzig était la principale question territoriale. Les Allemands avaient aussi obtenu l'Autriche et ils s'en seraient bien contentés. Mais l'offensive se poursuivait. À l'automne 1939, beaucoup se plaignaient que cela avait déjà trop duré. À l'hiver 1939, Hitler lance la Blitzkrieg, la guerre éclair, dans l'ouest de l'Europe. En quelques mois, l'Allemagne accumule les conquêtes. Les victoires se sont enchaînées. La France est tombée, puis la Belgique, la Hollande et la Norvège. Il y avait un sentiment d'euphorie. Les Allemands étaient aux anges parce qu'ils se disaient que c'était terminé et qu'ils avaient gagné. Ils étaient ravis de ce qu'avait accompli Hitler. Pour lui, c'était un triomphe personnel. Le prophète avait tenu ses promesses. C'était bien le Messie, un Dieu vivant. Bien sûr, le problème, c'est qu'il a commencé à croire à sa propre mythologie. Des conquêtes très rapides, sans beaucoup de combats et de pertes humaines du côté allemand. Une guerre très courte, qui a été accueillie avec un grand enthousiasme par les Allemands. En partie parce qu'ils pensaient que c'était terminé. C'était suffisant pour l'écrasante majorité des Allemands. Les foules qu'on voit sur les images d'archives hurlant et agitant des drapeaux étaient sincères. Les Allemands étaient ébahis d'avoir vaincu en quelques semaines un ennemi qu'ils n'avaient pas réussi à écraser en 4 années de guerre sanglante. Hitler était l'un des rares en Allemagne à être favorable à une nouvelle guerre. Ça ne lui faisait pas peur. La première avait fait de lui quelqu'un. En revanche, le reste de la population se souvenait qu'il y avait eu 2 millions de morts et de très nombreux blessés à l'époque. Il suffisait de voir les anciens combattants mutilés partout dans les rues. Pour beaucoup de gens, c'était une perspective. Aussi vite que les vagues de la Manche, les unités nazies ont avancé vers le sud et contourné la célèbre ligne Maginot. Après la capitulation de la France, Hitler exige de signer l'armistice dans le wagon de train où 22 ans plus tôt, en 1918, l'Allemagne a dû accepter son humiliante défaite. En mai 1940, ces troupes sont arrivées jusqu'aux côtes du nord de la France en repoussant les Britanniques, entraînant leur retraite à Dunkerque. L'armée du Troisième Reich semble invincible. Et la Grande-Bretagne est sur le point de négocier avec l'Allemagne quand Winston Churchill déclare « Les nations qui tombent sur le champ de bataille se relèvent toujours. Celles qui se soumettent docilement sont finies. » Hitler a fait un beau discours en offrant des conditions de paix plutôt floues à la Grande-Bretagne. Quand Churchill a refusé, tous les Allemands ont réagi avec stupéfaction et incrédulité. Mais Churchill savait qu'à ce stade, s'il disait oui, l'Allemagne aurait plus d'influence sur la Grande-Bretagne, qu'il serait démis de ses fonctions et remplacé par un fasciste comme Mosley. À terme, ça revenait à capituler. Donc, il a eu raison de rejeter cet accord de paix très vague. Ce qui est intéressant, c'est qu'Hitler respectait Churchill parce qu'il était peintre comme lui. Donc ce qu'il avait prévu pour la suite en cas de victoire de l'Allemagne, c'était de l'autoriser à vivre dans sa maison de campagne en continuant à peindre. Churchill n'aurait pas été arrêté comme les autres et envoyé en camp de concentration. Tenter de bombarder la Grande-Bretagne à l'hiver 1940 pour la faire plier a été une grave erreur de jugement. L'Allemagne n'en avait pas la capacité sur le plan aérien. Chers Américains, ici Edward Murrow depuis Londres. Aujourd'hui, il y a plus d'avions allemands au-dessus du littoral britannique que jamais depuis le début de la guerre. Les canons anti-aériens sont entrés en action sur la côte sud-est. La bataille d'Angleterre se déroule du 10 juillet au 31 octobre 1940. J'ai parlé au capitaine Eric Brown, qui a interrogé Göring à Nuremberg. Il lui a affirmé que la bataille d'Angleterre était un match nul.
Je lui ai demandé quelle avait été l'issue de la bataille d'Angleterre selon lui. Et il a répondu, « Je crois qu'on est à égalité. » J'ai demandé comment il en était arrivé à cette conclusion. Il a dit, « Si vous regardez l'analyse des dernières semaines de la bataille d'Angleterre, vous verrez qu'à la fin, nous avions l'ascendant. C'est-à-dire que nous avions perdu moins de pilotes et d'avions que les Britanniques. J'ai étudié les chiffres et c'était la vérité. » Les Britanniques affirment l'avoir remporté. Mais en Allemagne, Hitler reste au sommet de sa popularité. Les hauts responsables nazis sont toujours derrière lui, même si le 10 juin 1940, l'un d'eux prend une décision qui montre des premiers signes de fracture au sein du régime. Hitler est resté un chef charismatique suivi par des chefs nazis de second rang comme Göring ou Goebbels jusqu'à la fin de la guerre. Hess a été la seule exception. Comme il avait été écarté du premier cercle qui prenait toutes les décisions, il a voulu se faire réintégrer, mais en s'y prenant très mal. L'un des grands mystères de la Seconde Guerre, c'est « avait-il l'autorisation d'Hitler pour faire ça ?» Si Hitler voulait négocier la paix avec la Grande-Bretagne, au lieu de tenter une conquête, ça se tenait. C'est l'un des épisodes les plus étranges et stupéfiants de la guerre. Rudolf Hess, numéro 3 du régime nazi, que l'on voit ici dans son rôle de haut responsable du parti nazi et de bras armé d'Hitler, est désormais prisonnier en Écosse après un mystérieux vol en solitaire depuis l'Allemagne. Hess s'est mis dans la tête de se faire bien voir d'Hitler en allant négocier la paix avec la Grande-Bretagne. Ça a été très facile pour les médias allemands de le faire passer pour un fou. Mais ce qu'il a fait était exceptionnel. Il a appris à piloter pour cette mission. Le dirigeant nazi a décollé d'Augsbourg en direction de l'ouest de l'Écosse, où l'un de ses vieux amis, le duc d'Hamilton, possède une propriété. Sa mission, mystère. Il s'est délibérément crashé sur les terres du duc d'Hamilton en Écosse. Le choix du site est important, parce qu'Hamilton avait eu des sympathies pour l'Allemagne avant la guerre. Certains disaient même qu'il était crypto-fasciste. Mais à l'époque, il voulait surtout laver sa réputation. Donc il a livré Hess aux autorités. Hitler était furieux parce que bien sûr il n'était pas au courant. Et surtout c'était juste avant l'invasion de l'Union soviétique. Pendant que Goebbels et la propagande nazie lâchent Rudolf Hess pour se couvrir, Hitler se prépare à une autre campagne. Sûr de lui et de son invincibilité, il s'apprête à lancer la plus grande invasion de l'histoire militaire. À terme, elle mobilise 4 millions d'Allemands pour combattre sur une ligne de front de 3000 km. C'est le début d'une phase décisive dans le déroulement de la guerre. Elle est fatale à la popularité des nazis sur le sol allemand et entraîne des pertes humaines et des destructions d'une ampleur inégalée. Pour Hitler et le régime nazi, l'année 1940 est l'apogée. La bataille d'Angleterre a échoué, mais la popularité du Führer reste au plus haut. La suite est une longue bataille née de la mégalomanie d'Hitler. Il est persuadé de pouvoir marcher sur Moscou et conquérir l'URSS, là où même Charles XII de Suède et Napoléon ont échoué avant lui. Retournement de situation. L'armée allemande s'est lancée à l'attaque de son ancien allié, la Russie, lors d'une campagne terrestre et aérienne massive sur un front de plus de 3000 km de l'Arctique à la mer Noire. Au début, il avait eu de la chance. Son arrogance avait payé. Il s'était emparé de la Rhénanie et de l'Autriche, ce qui avait renforcé son image auprès du peuple, mais aussi sa confiance en lui. Et ça, c'était dangereux. Hitler a attaqué l'Union soviétique pour 2 raisons. D'abord, c'était le moyen de faire plier la Grande-Bretagne parce qu'en 1940,
il avait déjà compris qu'il ne pourrait pas la conquérir par la force. Il fallait qu'elle se retrouve totalement isolée, sans alliés. Donc, s'ils s'emparaient de l'Union soviétique, les Britanniques comprendraient qu'ils allaient avoir tout le continent européen contre eux. Ensuite, il méprisait les bolcheviks, qui étaient pour lui incompétents par nature, sans parler de son racisme envers les Slaves. Donc il était persuadé que le pays s'écroulerait comme un château de cartes. Pour lui, l'État bolchevique était totalement gangréné, et il suffisait d'enfoncer la porte pour que tout l'édifice s'effondre. C'est ce que pensaient les Allemands. Ils étaient galvanisés par la réussite du Blitzkrieg en Europe de l'Ouest et croyaient qu'il suffirait de donner l'assaut. C'était stupide, parce que cette erreur avait déjà été commise en 1914. Avec un peu de chance, s'ils s'y étaient pris plus tôt, ils auraient peut-être réussi à conquérir la Russie temporairement. Aujourd'hui, les agences d'information américaines rapportent que la Russie contre-attaque vigoureusement et que moins de 2% de l'immense territoire russe ont été envahis. Ces images montrent que le début du Blitz s'est transformé en siège. Ils étaient encouragés par le fait que Staline avait fait beaucoup de tort à ses forces armées en pratiquant des purges massives à partir du milieu des années 30. Quant à savoir comment Hitler comptait gérer l'Union soviétique, je ne sais pas s'il y avait vraiment réfléchi. À l'automne 1941, les Allemands ont avancé comme dans du beurre. Ils comptaient prendre Moscou puis Leningrad. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'opération Barbarossa est un tournant pour la destinée du régime nazi. La campagne triomphale des débuts est stoppée net lors de la marche sur Moscou. Hitler a conquis des territoires en Europe de l'Est, mais il est vaincu par le rudivaire soviétique et la combativité de l'armée rouge. C'est un sérieux revers, et le peuple allemand commence à se détourner de ses dirigeants. Apparemment, les Allemands viennent de découvrir la tactique russe de la terre brûlée. Selon les reporters américains, cette stratégie devrait devenir encore plus efficace maintenant que l'hiver s'est installé et que la charismatique armée hitlérienne est partout confrontée à la neige et à la boue. En 1942, ils combattaient sur un grand nombre de fronts. Les soldats n'avaient plus de permission. Personne ne rentrait chez soi. Le rationnement alimentaire était plus strict et la population était déprimée et désabusée. N'est pas le seul à être déçu. De nombreux officiers commencent à remettre en question les décisions de leur Führer. Pendant la guerre, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre Hitler, dont beaucoup fomentés par des généraux ou des soldats. Mais aucune n'a abouti. Tous les anciens sociodémocrates et les communistes, qui avaient représenté un tiers de l'électorat lors des dernières élections libres en 1932, avaient été réduits à néant. Leur résistance se limitait à distribuer des tracts dans la rue pour continuer leur combat, mais ils avaient tous été écrasés par la Gestapo. C'était très difficile de résister sous le Troisième Reich, parce que la dénonciation était généralisée. Si quelqu'un vous entendait parler ou vous soupçonnait de quoi que ce soit, il allait directement au QG de la Gestapo pour vous dénoncer. Les seuls qui avaient vraiment les moyens de résister étaient les hauts gradés de l'armée, aidés par quelques hommes politiques conservateurs. Ce sont eux qui ont comploté pour éliminer Hitler quand la situation a commencé à basculer en 1943-1944. Klaus von Stauffenberg est général dans l'armée allemande. Après avoir combattu en Afrique du Nord, il a perdu sa main droite, 2 doigts à la main gauche et son œil gauche. Von Stauffenberg n'avait pas le profil d'un assassin. Il était très handicapé suite à ses blessures et il a eu beaucoup de mal à amorcer la bombe. Mais personne d'autre ne pouvait le faire et il était déterminé. Éliminer Hitler était le moyen d'exprimer son patriotisme. Hitler allait détruire l'Allemagne, donc la mission d'un patriote était de le neutraliser. Quatre personnes sont tuées par l'attentat à la bombe, mais Hitler est protégé par une table en chêne et s'en sort pratiquement indemne. Von Stauffenberg est condamné pour haute trahison et exécuté.
Après avoir survécu à cette tentative d'assassinat, Hitler reste persuadé que la victoire est possible, même si le pays a perdu confiance en lui. Il se tournait vers l'histoire et espérait être aidé par la Providence. Il allait se passer quelque chose sur le plan politique. Les Alliés allaient se diviser, ou l'Allemagne allait inventer une nouvelle arme pour remporter la victoire in extremis, comme son héros Frédéric le Grand. Je ne crois pas qu'à un moment donné, Hitler se soit dit « Bon d'accord, j'ai échoué, on va perdre ». Le conflit sur le front de l'Est se transforme en guerre d'usure. L'armée allemande y est mal préparée. Forts de leur supériorité numérique et de leur connaissance du terrain, les Russes finissent par l'emporter en 1944. Paradoxalement, plus Hitler conquiert des territoires à l'Est, plus la population du Troisième Reich compte de Juifs. La guerre a tout changé à cause des victoires de l'Allemagne dans toute l'Europe et vers l'Est à partir de juin 1941. En 1933, elle comptait une population de 600 000 Juifs. Et là, dans les territoires sous contrôle administratif et militaire du Reich, avec des guillemets, elle est passée à plusieurs millions. Le problème d'Hitler, qui est entièrement de son fait, est qu'il a attaqué la Pologne et que par conséquent, la plus grande minorité juive d'Europe s'est retrouvée sous son autorité. Plus il a avancé vers l'Est, plus il a eu des Juifs dans sa population. L'idée d'origine était d'expulser les Juifs d'Allemagne, par exemple pour les envoyer en Pologne. Mais le problème reste entier une fois que vous avez envahi la Pologne. Le plan Madagascar prévoit d'établir une colonie juive sur l'île de Madagascar. Mais il est abandonné en 1942. Je crois que personne n'a jamais demandé à Madagascar d'accueillir une colonie destinée aux Juifs d'Europe. Cette idée n'a jamais été sérieuse. On a parlé de relocalisation forcée de Juifs faits prisonniers loin de l'Allemagne et de l'Europe. Mais comment comptaient-ils procéder? Ça aurait été une entreprise d'une grande violence. La conférence de Wannsee en janvier 1942 réunit des officiels nazis près de Berlin pour mettre au point une solution finale au problème juif. Ils ont formalisé la logistique de l'Holocauste, qui avait déjà commencé. Des gens comme Adolf Eichmann ou Reinhard Heydrich étaient présents pour tout décider, avec une froideur très administrative. Ils n'avaient pas besoin de la présence d'Hitler. Ils savaient qu'il allait valider leurs décisions. Les camps d'extermination opèrent finalement jour et nuit. Dans les derniers chapitres de cette période sombre, Adolf Hitler adopte une position jusqu'au boutiste, quitte à se couper de ses plus fidèles soutiens. La guerre sur le front de l'Est a été une erreur stratégique. Le régime n'est pas de taille à affronter les Russes. La population est rationnée et les villes sont bombardées sans relâche. Malgré tout, Hitler reste confiant. Hitler a vécu très longtemps dans un monde de fantasmes. Même à la toute fin de la guerre, il s'imaginait l'emporter sur les armées ennemies avec des armes secrètes, selon des scénarios délirants. Il a toujours gardé la foi. Pour lui, c'était juste une question de volonté. Le meeting de 1934 s'intitulait « Le triomphe de la volonté ». Dans une grande mesure, Hitler, Goebbels et d'autres disciples ont toujours cru que leur volonté prévaudrait. Personne n'a eu le courage de dire à Hitler qu'il se faisait des illusions, même à la toute fin. À l'automne 1944, un groupe de généraux est allé voir Hitler à son QG. Ils sont entrés et lui ont dit « On est persuadé qu'on a perdu la guerre ». Ils y sont restés environ 1h30 et quand ils en sont ressortis, leurs yeux brillaient et ils ont dit « Le Führer nous a persuadés qu'on pouvait encore gagner la guerre ».
À ce stade, il avait déjà décrété que les Allemands l'avaient trahi. Ils n'avaient pas été dignes de leur grand destin et méritaient le sort qui les attendait. C'est dans cet univers mental et moral incroyable qu'ils vivaient. Le 6 juin 1944, le débarquement marque le début de l'invasion alliée dans l'ouest de l'Europe. Pendant ce temps, l'armée rouge avance sur le front de l'Est. Les Allemands battent en retraite partout. Alors que la défaite se profile à l'horizon, Hitler signe le décret Néron. Le 19 mars 1945, il donne l'ordre de détruire toutes les infrastructures allemandes pour empêcher les Alliés de mettre la main dessus à mesure de leur progression. Il faut défendre le territoire, maison par maison, rue par rue. C'est ce qui s'est passé. Dans des petits villages qui n'avaient rien à voir avec la guerre, les Allemands ont dû se battre contre les chars américains. C'était absolument criminel. Il a mis les revers et les défaites sur le compte du manque de volonté de ses généraux et non sur un défaut d'équipement ou sur la supériorité de l'ennemi. Ça a eu des répercussions terribles pour les Allemands, parce que ça voulait dire que tout le territoire devait être envahi, conquis et occupé par les soldats alliés. Ce qui ne s'était pas passé pour la Première Guerre mondiale. Tout ça parce qu'Hitler refusait de capituler. Plus le temps passe, plus des hauts responsables nazis réalisent que tout espoir est perdu. Et beaucoup préfèrent se suicider. C'était une ambiance de Götterdämmerung, de crépuscule des dieux. L'idée était de mourir tous ensemble, parce que la vie après la fin du Reich ne valait pas la peine d'être vécue. C'est inimaginable. On a du mal à le comprendre. Il faut se souvenir de l'emprise du régime sur le peuple. De très nombreux fidèles du parti se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que l'Allemagne perde. On leur lavait le cerveau à coups de propagande depuis des années. Et une défaite signifiait une partition de l'Allemagne et une paupérisation du peuple. Certains ont même dit que les hommes allemands allaient être castrés. Toutes sortes de rumeurs ont circulé en 1945. Les historiens ont tenté de comptabiliser les suicides, mais dans le terrible chaos de la fin du Troisième Reich, il y a eu des tueries et des orgies meurtrières nihilistes commises par l'État nazi dans ces derniers soubresauts. C'est donc difficile de... Conscient que les soviétiques approchent de son bunker, Hitler rédige son testament qui nomme Joseph Goebbels chancelier du Reich, mais sans désigner personne comme successeur au poste de Führer. Le lendemain, le 30 avril 1945, il se suicide. Deux des plus proches d'Hitler, Joseph Goebbels et Martin Bormann, ont été loyaux jusqu'à la fin et sont restés dans le bunker à Berlin. Pour Goebbels, il n'y avait aucune autre issue. Il s'est dit que si le Troisième Reich s'effondrait et que si Hitler mourait, tout était terminé. Un sentiment extraordinaire d'apocalypse les a envahis et ils se sont dit que c'était la seule solution pour eux. Le 1er mai, Joseph Goebbels et sa femme Magda se suicident aussi, après avoir tué leurs 6 enfants en les endormant et en les empoisonnant au cyanure. Himmler et Göring préfèrent mourir eux aussi, mais les Alliés ont le temps de les arrêter. Le capitaine Erich Braun, posté en Allemagne pour repérer les installations ennemies, est appelé pour identifier Himmler et interroger Göring. Himmler est arrêté près de la frontière danoise avec des faux papiers. L'adjudant-chef a téléphoné à notre QG de Lunebourg pour dire « On a arrêté quelqu'un et on pense que c'est Himmler. Est-ce que vous pouvez venir l'identifier? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit lui. Vous l'avez déjà croisé en civil et vous avez dit qu'il avait une manière de marcher particulière. Vous pouvez venir nous dire si c'est bien lui ?» J'y suis allé. Et dès que je suis entré, j'ai reconnu Himmler. Inutile de le voir marcher. C'était un vrai lâche. Il était absolument terrifié.
Il avait toujours eu peur de ce qui le menaçait personnellement. Accompagné par 2 SS, Heinrich Himmler, l'homme le plus détesté d'Europe, a été capturé par les soldats britanniques dans les faubourgs de cette ville. Dans sa bouche, il cachait une petite capsule de poison mortel qu'il a avalée pendant son interrogatoire. Göring est détenu par les Américains et Eric Braun peut lui poser des questions essentielles sur la stratégie aérienne des nazis. Il était charismatique et très intelligent. Il était sorti de la Première Guerre avec une foule de décorations et une réputation prestigieuse. Officiellement, c'était un homme bien qui s'était fourvoyé et qui avait été corrompu par le système qu'il avait intégré. Il s'était totalement déshonoré en se laissant influencer par l'ambition et l'amour du luxe. Et c'est ce qui a entraîné sa chute. À Lunebourg, des Allemands comparaissent devant un tribunal militaire au cours du plus grand procès pour meurtre de masse de l'histoire. Ces nazis étaient gardiens dans le tristement célèbre camp de concentration de Bergen-Belsen. Avec la fin des hostilités, la paix revient peu à peu en Europe et dans le reste du monde. Mais le soulagement est bientôt entaché par un sentiment d'horreur. À mesure que les territoires sont reconquis, on découvre l'autre réalité du régime nazi. Eric Braun a participé à la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. Des monceaux de cadavres et des hordes de morts vivants. Une vision de cauchemar. Bergen-Belsen, l'abattoir humain où d'innombrables victimes ont été brûlées, est maintenant lui-même incendié. Les femmes qui le gardaient doivent être interrogées. Je devais interroger Joseph Kramer, le commandant du camp, et Irma Gresse, la gardienne en chef. La principale sadique de l'équipe de Kramer était Irma Gresse, un nom synonyme de terreur pour les prisonniers de Bergen-Belsen. C'est le pire être humain que j'ai jamais rencontré. Elle n'était que cruauté. Rien n'était trop sadique pour elle. Quand je l'ai interrogée, je lui ai demandé si elle pouvait tout recommencer, est-ce qu'elle ferait la même chose? Et elle a refusé de répondre. Après 4 ou 5 questions sans réponse, elle s'est levée d'un coup et a fait le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Elle s'est rassise et a refusé de parler. On les a tous exécutés. Ce n'est pas facile de se défendre quand de l'autre côté de la fenêtre, il y a une fosse remplie de cadavres. Les images d'actualité sur les atrocités de Bergen-Belsen ont choqué le monde entier. Même la mort de Kramer et de sa bande ne peut venger les crimes de ces monstres. L'antisémitisme qui tenaillait Hitler au lendemain de la Première Guerre s'est traduit par l'Holocauste. 6 millions de Juifs ont été exterminés, ainsi que des dizaines de milliers de gitans, d'homosexuels, de communistes, de malades mentaux et d'handicapés physiques. Après la guerre, les forces alliées se partagent les territoires libérés, et notamment le pays vaincu. En 1945, l'Allemagne était en piteux état. 60% de ses zones urbaines avaient été détruites par les bombardements. L'Allemagne a été occupée par les Alliés, les Soviétiques, les Français, les Britanniques et les Américains, avec une présence militaire massive. L'économie du pays était au plus bas. En 1945, c'était difficile de prédire l'avenir de l'Allemagne, ou même si les Allemands allaient s'en sortir. C'était même la famine à certains endroits. Il y a eu toutes sortes de mesures pour empêcher une résurgence du nazisme. Toutes les lois du Troisième Reich ont été révoquées. Et il y a eu des campagnes d'information pour que les Allemands prennent conscience de l'horreur du nazisme. Mais le plus important, c'était le fait que le nazisme n'avait rien apporté de bien et que son bilan n'était fait que de morts et de destruction. Après la guerre, l'Allemagne est divisée en 2 parties.
À l'est, la zone occupée par les soviétiques devient la RDA, la République démocratique allemande. Celle de l'ouest, sous autorité des Britanniques, des Français et des Américains, est la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Cette partition est parfaitement illustrée par Berlin. À partir de 1961, la ville est traversée par un mur qui symbolise la situation du pays. J'ai été renvoyé en Allemagne au milieu des années 1950. J'ai eu du mal à renouer les liens que j'avais eus avec certaines personnes avant la guerre, parce que je savais ce qu'elles avaient fait. Mais j'ai fini par comprendre que beaucoup avaient été comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. L'Allemagne de l'après-guerre avait fait un extraordinaire travail de mémoire et d'autocritique. C'est impressionnant qu'une nation regarde sa culpabilité en face comme ça, parce que beaucoup d'autres ont encore des cadavres dans le placard. À plus d'un titre, Hitler a marqué l'histoire. Hitler exerce toujours une fascination inimaginable. On passe un temps fou à écrire des livres ou à tourner des documentaires sur lui. Je crois qu'il serait étonné de voir toute l'attention qui lui a été consacrée par les historiens. Il y a toujours des jeunes qui sont attirés par le style du régime nazi. Ils ont laissé une imagerie marquante, non pas d'eux-mêmes, mais de leur idéal. C'est une histoire extraordinaire. Comment un homme banal, sans base politique, un politicien radical avec des idées folles dans les années 1920, est devenu très vite un dictateur qui a déclenché la plus grande guerre de l'histoire et commis le pire crime que le monde ait jamais connu. 70 ans plus tard, le grand public reste fasciné par ces paradoxes. Depuis 1990, l'Allemagne est réunifiée. Dans les années 1950, la RFA a connu un miracle économique avec le soutien du plan Marshall. C'est la base d'une économie solide et d'une vie politique stable. En analysant les pages sombres de leur histoire, les Allemands ont permis au reste du monde d'apprendre des erreurs du passé. L'Allemagne a fait la paix avec elle-même. Et cette tragédie d'une ampleur inédite ne doit pas être oubliée pour ne jamais se reproduire.